Cher journal, pour le 5e voyage de mon challenge, je suis allée à Porto avec mon amie Sarah au mois de mars pendant 3 jours. Sarah, Marina, Martha, and myself, Laila, would like to thank you for choosing the flight. Nous avions pris un avion depuis Beauvais assez tard le soir, ce qui fait que nous sommes arrivés vers minuit heure locale. J'ai trouvé que l'aéroport était très propre et vraiment lumineux, et que le personnel était vraiment serviable malgré l'heure tardive. Nous avons acheté nos billets de métro et puis nous sommes partis directement le prendre. Nous sommes descendus à l'arrêt Carolina Michaelis et notre hôte devait nous rejoindre sur la place, donc nous l'avons attendu. Nous sommes donc rendus chez lui et avant de nous coucher, nous avons mangé un peu et nous avons discuté jusqu'à 4h du matin. On avait beaucoup de points communs avec lui, Sarah notamment la photographie et moi la passion pour le cinéma. Et c'était à la fois un cinéphile et un passionné de photographie, donc on avait de quoi parler pendant une bonne partie de la nuit. Et le lendemain, on s'est levé à 10h et il nous a fait visiter un peu la ville. On n'avait pas eu beaucoup de chance au niveau de la météo parce qu'il faisait assez gris, mais au début il ne pleuvait pas. Comme nous n'avions pas déjeuné le matin, nous avons tout d'abord cherché un endroit où manger, et puis nous nous sommes un peu promenés. Le premier endroit où on est allé, c'était un bouquiniste. J'ai toujours eu une immense passion pour les livres, et même s'ils étaient en portugais, j'adore rentrer chez les bouquinistes. Surtout que dans la vitrine, j'avais vu un livre de mon auteur préféré, Stefan Zweig, donc ça a directement attiré mon attention. J'ai toujours été une grande amoureuse des livres. J'ai commencé à lire très jeune et aujourd'hui je suis étudiante en lettres, donc ça a toujours fait plus ou moins partie de ma vie. Et deux des endroits où je me sens le mieux, je dirais que c'est les bibliothèques et les bouquinistes. Ça n'a pas vraiment la même influence sur moi, les bibliothèques c'est des livres qui sont plus accessibles, j'ai envie de lire tous les livres, je les ouvre tous, je les feuillette, j'ai envie d'en emprunter plein. Les bouquinistes c'est plutôt une sorte de fascination que j'ai pour les vieux livres, pour leur couleur, leur odeur, leur reliure que je trouve magnifique. C'est un endroit que je trouve visuellement magnifique et super attirant, donc à chaque fois que je voyage, j'ai tendance à toujours rentrer chez les bouquinistes qui croisent mon chemin. On a continué de se promener dans le centre de Porto, et la première chose qui m'a frappée dans cette ville était qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui avaient l'air très anciens, et voire même un peu délabrés. Même en plein centre-ville, je trouvais que les immeubles faisaient très pauvres, mais paradoxalement ça donnait beaucoup de charme à la ville. La deuxième chose qui m'a frappée dans les bâtiments, c'était bien évidemment les façades des murs. Certains sont très joliment sculptés ou ornés de petits détails, mais d'autres sont carrément recouverts de faïence, et c'est une des choses que j'ai vraiment adoré à Porto. Comme on avait tous les trois un goût assez prononcé pour la photo, on avait décidé d'aller visiter le musée de la photographie dans le centre de Porto, et donc au passage d'en profiter pour visiter les rues aux alentours. Et à cette occasion, on est passé devant une des librairies les plus célèbres de Porto, qui s'appelle la librairie Lelo, et qui est notamment très connue de base parce que c'est une des plus belles librairies d'Europe, mais aussi parce que il paraîtrait qu'elle aurait inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Mais le souci, c'est que justement, à cause ou grâce à Harry Potter, la librairie est devenue beaucoup plus touristique qu'elle ne l'était déjà, à tel point qu'il y a toujours beaucoup de queues pour rentrer, il faut aller acheter les billets dans un magasin qui se trouve à 3 maisons de là. Et ça nous a un petit peu découragés, donc on a juste regardé vite fait de l'extérieur, mais bon, évidemment, j'adore les librairies, etc., mais là, il y avait tellement de monde que je pense que ça aurait un peu cassé le charme de l'endroit, donc ça m'a pas donné super envie. Mais on a fait quand même un petit tour dans la boutique parce qu'il y avait pas mal de livres qui avaient l'air intéressants. Et sur les vitres à l'extérieur, il y avait des dessins de Shakespeare, etc., de grands écrivains avec des citations, et j'ai trouvé ça sympa. Après ça, il y a eu une énorme averse, donc nous sommes rentrés dans le premier café que nous avons trouvé pour nous abriter, et on en a profité pour goûter quelques pâtisseries portugaises. Et quand il a cessé de pleuvoir, on a repris tranquillement notre chemin vers le musée. Le centre portugais de photographie surprend un peu aux premiers abords parce qu'en fait c'est une prison qui a été reconvertie en musée, ce qui donne à l'architecture un style très original. Mais je trouvais que ça se mariait très bien avec le style historique de certaines photos. C'est une visite qui m'a beaucoup marquée parce que ce que j'adore dans les anciennes photographies, c'est qu'elles me font beaucoup m'interroger sur le rapport qu'on a aux époques passées et à comment les gens vivaient. Moi je me pose beaucoup de questions et plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis assez fascinée par l'histoire. Parce qu'en fait l'histoire ça a un côté absolument inaccessible. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais connaître, on ne pourra jamais savoir comment était la vie à ces époques, autrement que justement par le biais de récits, d'histoires, de recherches, ou bien justement de photographies. Et c'est ça justement que j'adore parce que juste à travers un seul petit instant qui a été immortalisé, ça révèle tellement de choses. Par exemple, tu peux voir la posture des gens, leur expression, leur façon de poser, leur tenue vestimentaire, leur façon de se tenir les uns par rapport aux autres. Tout ça, ça en dit déjà tellement long sur les mœurs de l'époque, ça laisse tellement libre cours à l'imagination que moi ça m'a toujours beaucoup fascinée. À
À l'étage, il y avait aussi des expositions de photographie plus contemporaines qui m'ont aussi beaucoup touchée, même si c'était pour d'autres raisons. Et après, il y avait des expositions d'appareils photo des différentes époques qui reconstituaient un petit peu l'histoire de la photographie. Et quand j'ai vu tout ça, en fait, je me suis dit que la photographie, comme tous les autres sujets, tous les autres arts et toutes les autres techniques, c'était quelque chose qui avait vraiment une histoire et donc c'était vraiment un domaine, une source d'information et de connaissances vraiment sans fond. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que je me suis dit, mais j'y connais absolument rien, il y aurait tellement de choses à savoir. Et je me dis, mais comment ça fonctionne un appareil photo, comment ils ont fabriqué ça, les tout premiers. Ça m'a donné trop envie justement d'apprendre tout ça. Et c'est ça que j'adore dans ce genre de musée, c'est qu'en fait ça suscite carrément la curiosité et ça donne carrément envie d'apprendre. En sortant du musée, nous avons continué d'explorer le centre-ville. Et ce qui était alors frappant pour moi qui n'étais jamais allée au Portugal auparavant, c'est à quel point les rues sont dénivelées. En plus, Sarah est venue faire ce voyage avec moi malgré le fait qu'elle était en béquille, ce qui était déjà assez courageux, et donc d'autant plus dans une ville telle que Porto. Et j'ai trouvé, du moins dans cette partie de la ville, que c'était très bruyant, parce qu'il y avait beaucoup de circulation, pas mal de monde et aussi pas mal de travaux. C'est pas la partie de la ville que j'ai préférée parce que je l'ai trouvée très grise comparée à d'autres quartiers de la ville beaucoup plus colorés, mais il faut dire que le temps gris qu'il faisait à ce moment-là n'arrangeait pas vraiment les choses. À ce moment-là, on a même vu un immeuble qui était complètement en ruine, qui semblait avoir été ravagé par un incendie, alors qu'on était vraiment en plein centre-ville. J'ai trouvé ça assez incroyable parce que je n'avais jamais vu une chose pareille en plein cœur d'une grande ville. Et je ne sais pas si c'est parce que je commençais à m'habituer à cet aspect de la ville, mais j'ai même trouvé ça étrangement beau. Après ça, nous nous sommes dirigés vers le célèbre pont Dom Luís. Le pont n'était plus très loin, mais nous avons parcouru le reste de la distance en métro, parce que Sarah commençait vraiment à être fatiguée avec ses béquilles. Le pont Dom Luís, ou Louis Ier en français, construit à la fin du XIXe siècle, est un des éléments les plus célèbres de la ville de Porto. Il offre une vue absolument magnifique sur la ville et sur le fleuve, le Douro. Il est situé en plein cœur de la ville et n'est emprunté aujourd'hui que par les piétons et le métro. C'était vraiment un de mes moments préférés de ce voyage. La vue était tout simplement sublime et on avait la chance d'arriver à peu près pour le coucher de soleil. Et même si c'était encore un peu nuageux, le ciel s'était énormément dégagé par rapport au début de l'après-midi et la lumière était sublime. On est resté très longtemps sur le pont. À un moment, je me suis même assise par terre sur le bord du pont comme une enfant pour appuyer ma tête sur les barreaux et rester là à contempler le paysage. Je pense que cette vue est vraiment la chose à voir à tout prix quand on va à Porto. Après ça, on a repris le métro pour rentrer chez notre hôte et je me suis mise à travailler un petit peu sur mes vidéos parce qu'on devait ressortir un peu plus tard dans la soirée. J'avais été contactée par un autre coach surfeur qui avait vu mon annonce de voyage et il nous avait proposé de le rejoindre à Es Moritz. C'est une petite ville en bord de mer non loin de Porto. Nous avons donc pris le train pour nous y rendre. Et donc la personne est venue nous chercher en voiture, il était super sympa, il nous a super bien accueillis, il était un peu surpris de voir que Sarah était en béquille. Il nous a donc conduits dans le centre-ville où ses amis l'attendaient dans un bar. On a mangé un bout puis on est allé sur la plage de nuit. C'était vraiment sympa parce qu'il y avait absolument personne, il faisait assez froid. On entendait juste le bruit des vagues, il faisait très sombre, et on voyait toutes les lumières de la nuit le long de la baie au loin. Et quand personne ne parlait, il n'y avait vraiment aucun autre bruit que le son des vagues. C'est agréable de passer de temps en temps des moments de bonheur tout simples, comme simplement aller sur une plage déserte de nuit en plein mois de mars. Je pense que le fait d'avoir passé cette soirée avec des gens qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie, dans un endroit où on retournera peut-être jamais, ça joue beaucoup dans le fait qu'on ait beaucoup savouré l'instant parce qu'on savait que c'était un moment unique en fait. Après la plage, vu qu'il était très tard et qu'il n'y avait plus de train, notre ami nous a reconduites jusqu'à Porto. C'est surtout sur le trajet du retour que je me suis rendu compte à quel point cette soirée était belle. Je trouve que pour cette raison, quand on voyage, on vit beaucoup plus le moment présent, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand on fait des soirées avec nos amis, finalement c'est quelque chose qui pourra se reproduire, c'est quelque chose qui peut devenir assez banal. Et peut-être qu'on profite moins finalement que quand c'est un moment unique dans notre existence. Et je pense qu'en fait l'idéal pour être le plus heureux possible, ce serait d'apprécier avec la même intensité les moments uniques et éphémères, et les moments qui font plus partie de la vie quotidienne. Vu qu'on s'était couché à 4h du mat la nuit précédente, on était vraiment épuisés, donc on s'est couché directement en rentrant. Et le lendemain matin, on a décidé d'aller se balader dans Porto toutes les deux avec Sarah. On n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de passer un moment seul. Et donc on est allé tout d'abord dans un café pour prendre un petit déjeuner. Et alors ce qui était assez amusant, c'est qu'on n'avait absolument aucune idée de ce qu'on allait faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un Uber. Il fallait que je mette une adresse. Et comme on savait pas du tout où on allait aller, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert Google Maps, j'ai appuyé sur un point complètement au hasard, et j'ai écrit cette adresse-là dans le Uber. Donc du coup, on n'avait absolument aucune idée de où est-ce qu'on allait arriver. Comme j'avais choisi un point qui était plutôt près du fleuve et qu'on était dans les hauteurs de la ville, le chauffeur a dû passer par des petites ruelles pavées hyper étroites qui descendaient en serpentant jusqu'en bas de la ville. Et toutes ces ruelles escarpées, les escaliers qui permettent de monter ou descendre d'une partie à l'autre de la ville, ça fait partie des choses que j'ai trouvées vraiment magnifiques à Porto. Donc finalement, notre Uber nous a déposés et on s'est retrouvés à un endroit qui était vraiment super joli. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous avait déposés juste à côté d'un musée. C'était un musée sur le thème des grandes explorations, donc ça parlait beaucoup des bateaux, des moyens d'orientation à l'époque, les boussoles, etc.
Et même si c'était un musée plutôt ludique et assez familial, j'ai trouvé qu'on y apprenait énormément de choses et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Pour moi qui suis en train d'écrire un roman de fantasy, tout ce qui touche aux trucs un peu historiques, aux bateaux, aux moyens de comment ils vivaient à l'époque, etc., ça m'inspire toujours beaucoup. C'était beaucoup des reconstitutions historiques, il y avait des pièces qui étaient aménagées de la même manière que les bateaux à l'époque des grandes explorations. Et en fin de visite, il y avait un petit parcours en bateau, et donc c'était une sorte de petit canal artificiel qui circulait dans différentes pièces, et chaque pièce correspondait à un endroit du monde, à une certaine époque. Donc il y avait la jungle, il y avait l'Asie, il y avait l'Afrique, et c'était vraiment magnifique parce que du coup ça nous faisait faire à la fois un tour du monde et un voyage dans le temps. Et moi qui adore voyager, qui adore découvrir les cultures, surtout à travers les époques, j'ai trouvé ça vraiment génial. Autant j'aime beaucoup les musées basiques, assez intellectuels, etc. Autant les musées plus ludiques me plaisent énormément aussi. En sortant du musée, on a exploré un petit peu les ruelles tout autour, et il y avait plein de restaurants typiques, donc on a mangé dans l'un d'eux, avant de retourner se balader. Après ça, on a voulu aller au musée romantique parce que c'est vraiment un courant artistique que j'adore. Et donc on a longé le fleuve jusqu'à arriver à peu près à hauteur du musée, mais comme ensuite il fallait à nouveau remonter les côtes, on a dû reprendre un Uber. En général, en voyage, j'évite toutes ces petites dépenses superflues, j'essaie de marcher au maximum et de prendre le moins possible les transports. Mais là, du coup, c'était une situation un petit peu particulière vu que Sarah ne pouvait pas marcher. Mais quand on est arrivé, on s'est rendu compte que le musée romantique était fermé. Donc sur le coup, on aurait pu être vraiment déçus parce qu'on avait quand même payé le taxi, on était venu jusqu'ici, on était coincés là parce qu'il aurait fallu repartir en taxi dans tous les cas. Mais on n'était pas déçus parce que le musée était dans un cadre magnifique, dans un superbe jardin avec une vue extraordinaire sur le fleuve. Et donc on a décidé simplement de rester là, de se balader un peu. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir des cordes d'un seul coup. Et on n'avait rien pour s'abriter à part les arbres. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ça avait tout pour être vraiment une après-midi ratée. On était venus jusque-là pour rien, on se prenait la pluie maintenant, on n'avait plus rien à faire. Et je crois qu'en fait, ce moment, c'est mon plus beau souvenir de ce voyage. Alors ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais j'étais avec une de mes meilleures amies dans un endroit que je trouvais sublime. On n'était quand même pas trop exposés à la pluie puisqu'il y avait les arbres qui nous abritaient un peu. Et j'adore le son de la pluie, je trouve que c'est un son qui est super relaxant. On avait l'impression d'être seul au monde. C'est comme si le temps s'était arrêté et il y avait un côté presque féerique en fait. J'ai eu l'impression que la pluie avait décuplé les odeurs des plantes et des fleurs qui nous entouraient. Et pour toutes ces raisons, en fait, c'est vraiment un moment qui m'a marqué, qui me paraissait complètement surréaliste, comme si le temps s'était arrêté. Et ça rejoint vraiment ce que je dis souvent, notamment dans mes ateliers, qui est que ce qui compte, c'est pas les choses qu'on vit, c'est comment on les vit. Moi, à ce moment-là, si j'avais été dans un autre état d'esprit, j'aurais pu très mal vivre cette situation et vraiment avoir l'impression d'avoir la poisse, etc. Et au lieu de ça, c'était un des moments les plus magiques que j'ai vécu ces derniers mois. Mais donc, ça prouve bien que la perception qu'on a des événements qu'on vit influe bien plus sur notre morale que la nature en elle-même de ces événements. Après ça, on a donc pris un taxi pour rentrer à nouveau à l'appartement. On a passé un moment avec notre hôte et puis on est ressorti le soir pour rencontrer un dernier couchsurfeur qui m'avait contacté, qui nous avait proposé d'aller au restaurant pour nous faire goûter une spécialité du coin. Donc on a repris le métro, on est allé dans le centre-ville où il nous attendait. Et il était vraiment adorable, donc on a passé un bon moment avec lui. Le restaurant, il nous a emmenés, semblait vraiment avoir beaucoup de succès parce qu'on a dû attendre longtemps avant de pouvoir avoir une table. Et après ça, on a dû rentrer pour se coucher parce qu'on avait notre avion à 6h du matin, donc fallait qu'on se lève vers 3h. On s'est donc levé à 3h du matin pour reprendre l'avion et rentrer chez nous. Et ensuite, on est retourné en cours comme si de rien n'était. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand je dis aux gens que je suis allée à Porto pour seulement 48 heures, parce que les gens me disent souvent « ouais, mais j'ai pas le temps de voyager », ils sont choqués, ils me disent « mais à quoi ça sert ? Enfin, c'est quoi l'intérêt d'un voyage si court ? T'as rien le temps de faire ». Et finalement, c'est faux, parce que quand tu pars 2 jours, tu sais que t'as que 2 jours à tenir, donc du coup, tu peux dépenser toute ton énergie et faire des choses à un rythme que tu ne pourrais jamais tenir sur une semaine, justement, parce que sinon tu serais mort au bout de 3-4 jours. Parce que là, on a fait énormément de choses, on a visité 2 musées, on a beaucoup marché, on est allé à plein d'endroits différents, on a rencontré quand même 3 couchsurfers en l'espace de 2 jours. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à la question de la perception du temps en voyage, de comment on gère, comment on choisit ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, on peut jamais tout faire en voyage. Et je pense que je ferai une vidéo où j'aborderai ce sujet plus spécifiquement. Mais en tout cas, je regrette pas du tout cette expérience, parce que quand on est rentré, qu'on est retourné en cours, on était parmi des gens qui étaient simplement rentrés chez leurs parents le week-end et qui avaient passé leur week-end soit à bosser, soit à faire à traîner ou je sais pas. Et nous, en 48 heures, on venait de vivre des choses tellement intenses et tellement condensées, quasiment sans dormir, que du coup on avait l'impression complètement de sortir d'un rêve, on était complètement déphasés. Enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Et ça c'était assez fascinant en fait de vivre ça. C'était vraiment un voyage magnifique dont je garde énormément de bons souvenirs. Et je pense que Porto est une des destinations que j'ai préférées de toutes celles de mon challenge.